Les Baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ ? Prêt ? C'est parti. Si nous avions chacun un animal totem, celui de Thémo Anargyros serait un grand mammifère, recouvert d'une fourrure épaisse et brune, une respiration profonde, le pas lourd quand il s'approche mais rapide s'il perçoit un danger alentour. Un cri sourd percerait alors d'une cage thoracique énorme. Julien Mavier, lui, a plus quelque chose de l'aigle, l'œil affûté aux lumières ocre de la fin de la journée sur la forêt canadienne, flottant sur les couches d'air juste au-dessus de la surface de l'eau de la rivière Yukon. Thémo et Julien, deux amis qui se sont rencontrés à l'île de Ré, s'embarquent dans une aventure où la nature sauvage reprendra le dessus, à chaque coup de pagaie le long du Yukon, à chaque campement sur ses rives, au beau milieu du règne animal. Sauront-ils dompter la peur, oublier la faim et se fondre totalement dans le sauvage ? Je suis étudiant vétérinaire et depuis je suis petit, je suis vraiment passionné des animaux. J'aime beaucoup la nature, mais ce qui me pousse souvent à partir, c'est d'aller voir, parce que je sais qu'il y a une espèce particulière à cet endroit-là, comme le jaguar en Amazonie, le puma en Patagonie. C'est ce qui me donne envie. Après, la plupart du temps, je les vois pas, parce que c'est des animaux qui sont très 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 difficiles à observer. Thémo, c'est vrai que c'est le gars qui a une prestance, disons, quand il est quelque part, tu vois Thémo, quoi. Il avait prévu déjà de partir au Yukon durant l'été pour aller observer des ours. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette envie de partir en pleine nature. Et Thémo a cette espèce d'âme de solitaire. En fait, il a fait plein de voyages, mais solo. Il avait déjà fait le Yukon. Il est parti en Patagonie. Au Yukon, ouais, il y a quand même beaucoup d'ours. Je crois qu'il y en a à peu près 12 000. Mais encore une fois, ils sont difficiles à voir. C'est la quête de l'ours, mais après, on peut avoir beaucoup de chance. Moi, par exemple, quand j'y étais allé seul, j'en avais vu, mais ça dépend. On sait jamais, en fait. On sait jamais ce qu'on va voir. Il fait les choses que toi, t'oses pas faire et t'attends qu'on te booste. Ouais, c'est assez cool, ce qu'il fait. Julien, il est très motivé. On se voyait tout le temps à l'île de Ré. On rigolait beaucoup ensemble. On n'était pas proches, potes, vraiment très proches. Mais on s'est toujours très bien entendu et j'avais vu ses photos, je voyais ce qu'il faisait, et je trouvais ça vraiment très beau. Je sais qu'il est sportif, qu'il a une super mentalité. Je sais pas trop comment ça m'est venu, mais je lui ai dit, je suis allé le voir, je lui ai dit, ça te dit de partir avec moi. Disons que j'étais pas prêt physiquement, mais en tout cas, je pense que mentalement, ça suivait. Parce que j'ai cette envie de, je sais pas, je pense qu'on a tout ça au fond de nous finalement, de vouloir connaître la vie sauvage et surtout que le Yukon reste quand même une terre où tu peux vraiment te retrouver seul et la population est à 200 km autour de toi. Tu sais pas trop à quoi t'attendre encore, quoi. Ça s'est fait vraiment très vite parce que c'était fin août et on partait le 1er septembre. On est allé à Paris, on a fait les courses en une journée en moto, c'était vraiment la course. Et on est parti, un peu à l'arrache, avec le strict minimum. On a atterri à la ville de Whitehorse. Donc là où on a loué les canoës. Et ouais, en fait, tu sens la culture un peu native américaine. Elle est quand même omniprésente un peu partout. Et t'as des totems, cette culture du canoë qui est quand même, qui est vraiment trop belle. Whitehorse, du coup, moi, je connaissais. Donc c'est pas les mêmes sensations. C'est que normalement on arrive le soir dans une ville, on sait pas trop où on est, on sait pas trop où on va, on pense à plein de choses. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Est-ce qu'on va rencontrer les bonnes personnes? Est-ce qu'on va trouver les bons canoës? Est-ce qu'on va trouver les bonnes rivières? Est-ce qu'on va réussir à tout ça? On a beaucoup de doutes. Donc là il y avait moins ces doutes-là en tout cas de mon côté, parce que je savais un peu où on allait, ce qu'on allait faire, comment ça allait se passer. On se fait déposer à un lac qui s'appelle le Sandy Lake. Donc là, on commence à pacter en fait le tout dans le canoë. Et il fait très froid. Déjà, c'est le premier truc que je me suis dit. Et là, tout de suite, je me dis bon, on va vraiment pas être équipé pour ça. Et c'est vrai que tu commences à donner tes premiers coups de rame, tu te sens directement
En tout cas, dépaysé totalement. Tu sais pas où t'es, j'appréhende beaucoup sur ce qui va se passer, si je vais tenir, parce que c'est quand même une trentaine de jours à vivre seul. Mais je pense que l'excitation prend le dessus très très vite. On commence à pagayer et on commence à pêcher, on commence à... Le moment où d'un coup on se retrouve voilà, seul, c'est une sensation assez particulière, c'est vraiment agréable. On se sent bien. Alors on se réveille assez tôt. Donc il y en a un qui va faire le café par exemple. Il y en a un autre qui range la tente, qui commence à ranger un peu le canoë. On fait du café avec juste du café moulu qu'on met dans une cafetière avec l'eau bouillante. Et en fait on met un petit shot d'eau gelée de la rivière dans la cafetière et ça fait redescendre tout le café. Ça s'appelle le café de cow-boy. T'as toute cette espèce de brume au-dessus de la rivière qui te donne juste envie d'y aller et d'aller pagayer. C'est directement les paysages auxquels on s'attendait, c'est-à-dire typique canadien. Des forêts de pins à n'en plus finir, des montagnes magnifiques. Nous, on est partis autour du 6 septembre, donc c'était le début de l'automne. Les arbres commencent, en tout cas les bouleaux, commencent à être très jaunâtres. Toute la nature autour de toi est d'une beauté comme on avait du mal à s'imaginer. Et on part assez vite, parce qu'on essaie de partir tôt le matin pour essayer de voir justement des animaux. On a fait 2 rivières. On a fait une rivière qui s'appelle Big Salmon River. Et après, tu rejoins la rivière principale qui s'appelle la Yukon River. Et donc, ça fait à peu près, je sais plus exactement, entre 700 km de rivière. Donc, t'as le courant avec toi, donc tu vas assez vite. On faisait, je pense, entre 8 et 9 heures de canoë par jour. À part quand il pleuvait trop, où on se posait. On pagayait pas mal, c'était assez physique parce on avait une date limite, malheureusement, donc on se disait il faut qu'on soit à Dawson à cette date-là, donc il faut qu'on fasse ça. Ouais, physiquement, il fallait assez oublier, quoi. Après, ton corps, il s'adapte assez vite parce que je dirais que c'est comme un 6e sens qui apparaît et tu fais un peu un pas sur tes douleurs et puis tu suis, quoi. Chaque tournant, en fait, on peut tomber sur un ours ou sur un élan ou sur n'importe quel animal parce qu'ils nous voient pas arriver, ils nous entendent pas arriver, parce qu'on essaie de pas faire de bruit justement pour observer un maximum de choses, d'animaux. Temo, avant de partir, m'avait vendu ce projet comme aller observer les ours au Yukon. J'avais envie de voir un ours sauvage, bien sûr, mais je n'avais aucune idée de comment réagir face à un ours. Est-ce qu'un ours, ça aime manger la viande humaine? Est-ce que c'est plutôt passif par rapport à ça? Donc ouais, l'objectif, en tout cas, c'était d'observer des ours. Alors très très vite, dès qu'on est rentré dans Big Salmon River, qui est en fait une rivière très étroite, en fait, on a vu des traces d'ours tous les jours, partout, à n'importe quel campement. On s'est très vite dit, ah ouais, mais est-ce qu'on était prêt à avoir autant de traces? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des ours partout? L'ours, moi, c'est quelque chose personnellement qui me passionne depuis toujours. Je pourrais pas l'expliquer. Et c'est une espèce qui est quand même assez particulière, l'ours. En tout cas, le grizzly ou l'ours brun, même de Russie, d'Europe, et le grizzly donc en Amérique et au Canada. C'est quand même un animal qui hiberne. Donc à peu près de novembre à mars, début avril. Quand il se réveille de l'hibernation, son seul but, c'est de manger assez pour pouvoir passer le prochain hiver à hiberner. Quand on le voit comme ça, c'est tout pâteau, c'est lent, l'ours, ça, ouais, cette réputation d'être un peu le gros ours. Mais si par hasard ils décident d'attaquer ou si par hasard ils veulent fuir, ils courent à 55 km/h, donc ça rattrape un cheval, ça rattrape un homme, ça nage mieux que l'homme, ça
grimpe mieux aux arbres, et si l'arbre est trop petit pour qu'il grimpe, il peut le faire tomber. Donc c'est un peu une super espèce, quoi. Et moi je trouve ça vraiment très beau en plus. C'est une espèce qui me hante un peu. On est parti le 6 septembre et je crois que 3 jours après, il a commencé à pleuvoir comme on n'a jamais vu de la pluie. En tout cas sur l'eau, et avoir de la pluie, on n'était pas prêt du tout. Toutes nos affaires ont été mouillées parce qu'on avait oublié de mettre la bâche, on n'avait pas des sacs étanches. On avait les sacs basiques de voyage que tu mets sur le dos Quechua qui prennent toute l'humidité et l'eau s'il pleut. On a étalé la bâche sur un premier campement. On a posé ce campement parce qu'il commençait à faire nuit et qu'il était tard. Quand on entre dans les rivières, ouais, on sent qu'on est vraiment seul. C'est là qu'on, voilà, on a des traces il y a des traces de grizzly partout. Dès qu'on s'arrête, on essaye de les suivre pour aller essayer d'en photographier, parce que c'est quand même le but. Donc toi t'es là, t'es pas prêt, c'est le début, t'es un peu désorienté face à la nature. On étale la bâche pour faire un peu l'inventaire de ce qui est sec et mouillé. Et donc moi je vois très bien que mon sac de couchage est mouillé. Et c'est un peu le seul confort que t'as. C'est-à-dire te retrouver dans ta tente, lire ton petit bouquin et une eau chaude dans ton sac de couchage. Et je me suis arrêté toujours cette nuit où en fait j'ai dormi avec mes vêtements de pluie pour pas être trop humide. Et le lendemain, il a continué à pleuvoir. On s'est fait un super bivouac par contre, avec une bâche en toit et tout. Et en fait, on était là à sécher nos sacs de couchage, tous nos vêtements au feu, donc tout puait le feu après. Je suis souvent sur l'eau en faisant du surf à l'île de Ré. Et c'est ce côté-là que j'adorais. C'était de pouvoir être juste au fil de l'eau et tu te sens, je sais pas, c'est fluide. En plus, tu suis les courants et c'est calme, c'est très très calme. T'entends juste les bruits de la pagaie à l'eau. Enfin, on n'était pas comme des bourrins, donc. Et en plus, je trouve que franchement, les paysages au bord de l'eau prennent une autre dimension. Le canoë, c'est particulier parce que on suit vraiment la source de vie de la nature. Donc, tous les animaux viennent à la rivière pour boire ou pour pêcher ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ils viennent tous à la rivière à un moment. Donc c'est vrai qu'on suit ce déroulé là pendant la journée, donc on voit le matin ce qui se passe, la journée, le soir, même avec les aigles, les élans. C'est particulier d'être en canoë parce que on arrive sur eux tout de suite, ils ont pas le temps de nous voir arriver, ils nous entendent pas si on fait attention. On a fait l'ouverture de Yukon avec un renard. On a vu beaucoup d'élans. On a vu des caribous. Enfin, c'est pas des caribous, c'est des rennes. On a vu des marmottes, des loutres. Ah, les loutres, c'est exactement comme tu l'imagines. Elles nagent sur le dos et c'est trop mignon. On s'est fait surprendre beaucoup par des castors qui commencent à t'éclabousser avec leur queue. On a vu beaucoup d'aigles. Ouais, on a surpris des aigles, donc en fait, j'avais jamais entendu un aigle voler à côté de moi, et en fait, t'entends la puissance de comment ça dégage de l'air, et ça fait vraiment le... C'est impressionnant, Ah ouais, ça c'était un beau moment aussi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu des gloutons. C'est vrai, c'est difficile à expliquer ce que c'est. Je dirais que c'est mi-ours, mi-castor. Et ça, c'est tout petit. Mais je pense qu'on a vu un coyote. Le dernier jour de nos rivières, on a vu un coyote. Il y avait des mouvements dans les broussailles. Je crois que c'était sur la droite. Et là, on voit un coyote. Donc, des gens croyaient que c'était un loup. Et on était à fond, là. On a été se poser, on a posé le canoë et on s'est retrouvé à 30 mètres de lui. Et en fait, il avait pas peur. On a pu l'observer pendant, je pense, une bonne dizaine de minutes. Des minutes qui paraissent des heures. Vraiment, on sentait le regard qui se croisait. Et ça, c'était beau. On a fait 2 rivières,
une petite qui s'appelle Big Salmon River, qui est vraiment un serpent. Donc c'est-à-dire que tu avances vers le nord, puis tu redescends radical vers le sud. Et donc t'as vraiment, là c'est la frustration de cette rivière, c'est que t'as pas l'impression d'avancer. Et après il y avait la Yukon River, qui elle est très 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 large. Je pense qu'elle fait 200 mètres de large ou peut-être plus. Enfin vraiment c'est énorme. Et elle qui est plus droite. On a passé des rapides, donc les Five Fingers rapides. Je pense qu'on l'a pas eu très rapide parce que c'était déjà le mois de septembre, mais elles sont assez impressionnantes parce qu'en fait tu te retrouves à passer, t'as genre un espèce d'énorme bloc de caillasse en plein milieu, et t'as une partie à gauche qui est très dangereuse, de ce qu'il y avait écrit sur la carte, et une partie à droite qui est un peu plus soft, mais ça va un peu vite quand même. Moi j'étais à la barre, et Julien était devant avec l'appareil photo la plupart du temps. Dans les virages en canoë, il y a donc la partie extérieure où le courant de la rivière est le plus rapide. Donc c'est par là que la rivière nous amène. Et il y a l'intérieur où l'eau est calme. Donc vraiment très calme. Et en fait, avant d'arriver dans un virage, il faut regarder dans le virage si à l'extérieur il y a des rondins de bois ou des arbres qui sont tombés dans la rivière. Dans ce cas, il faut surtout pas passer par l'extérieur, sinon la rivière nous amène droit dessus. Il faut passer l'intérieur. On arrive donc sur le virage et donc on voit un rondin de bois à l'extérieur, mais qui était loin. C'est-à-dire que vraiment, on l'avait fait plusieurs fois et il n'y avait pas de souci. Et là, je dis à Thémo, bah là, le tournant, il a l'air raide. Enfin, t'as pas besoin d'aide, on fait ça à deux, ou je continue à faire des petites photos. Et lui, il voulait se tester en canoë, quoi. Je dis non, ça va le faire. En fait, ouais, c'est un moment d'inattention et en fait, on se rend pas compte de la vitesse de la rivière. Et on se retrouve à 15 mètres du rondin et on se rend compte que non, ça va pas passer du tout. Là, je dis à Julien, ouais, il faut que tu prends la pagaie, sauf que là, on était déjà à 15 mètres et la rivière va tellement vite qu'on est dessus direct. Et du coup, ouais, on a manqué Julien a manqué de se prendre le rondin dans la tête et donc de se faire très 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 mal. Et surtout, du coup, on a dû éviter et ça a tapé le canoë et vraiment, j'ai vu le canoë commencer à partir sur la droite. Et à partir du moment où l'eau commence à rentrer dans le canoë, c'est foutu parce que ça va de plus en plus, c'est de plus en plus lourd et c'est avec tout le matériel. En plus, il était vraiment, vraiment de côté et appuyé sur le rondin de l'autre côté. Et j'ai vraiment vu l'eau à 1 centimètre sur le point de rentrer dans le canoë. Donc là, j'ai eu vraiment peur parce que donc d'abord, j'ai eu peur pour Julien parce que je savais pas trop si c'était pris le rondin dans la tête. Et après, j'ai vu le canoë qui tombe, donc c'est-à-dire toutes nos affaires à l'eau, nous à l'eau. Enfin, on se retrouvait nus comme des vers sur le bord de la rivière. Et un soir où j'étais pas très à l'aise. On avait galéré à la rame parce qu'on avait une espèce de tempête. C'était pas une tempête de sable, mais t'avais un peu de sable sur le bord de la rivière. Et du coup, on avait tout pris, parce qu'il y avait du vent. Donc on a dû poser le campement un peu au dernier moment, trouver un petit îlot. Il y a eu beaucoup, beaucoup de vent. Il était 19h30. Et en plus, c'était plus vers la fin. Du coup, là, c'était le moment où la nuit se couchait tôt. Il commençait presque à faire nuit. Et il y avait vraiment donc, pas mal de petites îles avec beaucoup de vent, le sable qui faisait comme des mini tornades. Vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Là, je dis à Julien, bon, dès qu'on trouve un endroit, que ce soit bien ou pas bien, il faut qu'on se pose, il faut qu'on trouve un endroit parce qu'il va faire nuit et ça va être vraiment trop compliqué. Et donc, il y a une île avec une forêt. On va voir comment c'est. C'est vraiment glauque. C'est vraiment une forêt, ouais, pas agréable avec des ronces partout, des arbres morts, des grands arbres. Et déjà, ce campement, je sais pas, je le sentais pas, tu vois. Et donc on pose ce campement tranquille. En plus, on l'aménage pour se mettre bien. On coupe toutes les ronces, on était vraiment à l'aise. Donc t'en oublies un peu où t'es. Il commence à faire nuit, on va se coucher. Thémo, faut savoir que c'est le gars qui, lui, dort comme dans le meilleur des lits en pleine nature et rien ne le réveille. Alors que moi, c'était tout l'inverse, en tout cas pour ce voyage.
Ton oreille en vie sauvage, elle est 2 fois plus puissante. Tu entends, enfin je sais pas, t'entends tout quoi. Lui, quand il est seul, il dort pas. Enfin, il est comme moi, sur le qui-vive. Mais il profite du fait qu'il y ait quelqu'un avec lui pour, genre, comme réveil. J'étais un peu son alarme parce que moi, les premiers soirs, j'entendais des castors et je croyais que c'était des ours qui traversaient la rivière. Ou alors même un petit écureuil qui passe à côté. Enfin, tu l'entends tellement bien parce qu'il y a tellement pas de bruit incident, en tout cas de la ville où il mène. Tu l'entends tellement bien, le petit écureuil qui est peut-être à 3-4 mètres de ta tente, que tu crois que c'est un... La nuit, tu deviens parano un peu, mais c'est vrai que tu crois que chaque bruit est un ours. Et en pleine nuit, je me réveille et j'entends un bruit énorme courir dans la forêt et ça s'arrête pas. Moi, la première fois que j'étais allé dans le Yukon, j'avais un peu cette peur qu'avait Julien de l'ours, parce qu'on en parle beaucoup pour les attaques. On voit les vidéos un peu sur Internet, des attaques d'ours. Je commençais à me redresser, à choper, parce qu'on avait des bombes au poivre, ce qu'on appelle le beer spray. Bon, ça, t'as vraiment pas envie de l'utiliser, ce que c'est dire que c'est vraiment un dernier recours. Faut un petit peu savoir comment réagir, parce qu'une situation qui est pas dangereuse en fait, avec un ours qui est face à nous, peut s'avérer dangereuse si on réagit pas de la bonne façon en fait, si on n'arrive pas à vraiment bien lire son comportement. Donc, je me souviens, je tenais mon beer spray et je sentais un peu c'était la pression, personne viendra en aide à part toi quoi. Donc je commençais à avoir des espèces de larmes de peur quoi. Je pleurais pas, mais tu sais, t'as une sorte de pression mais telle que de l'adrénaline quoi. Un ours qui a peur, qui est surpris par l'homme, il faut plutôt avoir une réaction calme et apaisée. Même s'il charge, il faut essayer de rester calme. Mais par contre, un ours qui vient sur le campement directement, donc ça c'est un ours qui sait très bien qu'il y a un homme à côté, il sait qu'il y a de la nourriture à côté souvent, donc il veut profiter, voir ce qui se passe un petit peu. Et là, il faut plus lui montrer qu'il doit pas être là. Et donc je réveille Thémo, je fais mec, j'ai entendu un bruit là, c'est pas normal. Donc c'est 2 comportements à avoir qui sont différents et il faut mieux ne pas se tromper dans ce comportement en fonction de la situation en fait. Mais la plupart du temps, encore une fois, les ours nous évitent et c'est quand même rare qu'ils viennent sur un campement. Là, il se réveille et le bruit recommence. Et même Thémo, je le sentais pas de très très serein. Et ouais, là, il y avait un truc, il y avait un gros truc autour de la tente qui marchait, mais vu que c'était une forêt avec beaucoup de ronces, beaucoup d'arbres morts, ça fait beaucoup de bruit, mais c'était vraiment très gros et ouais, comme un ours, quoi. C'est lent, ça marche. On commence à ouvrir la tente, à prendre notre lampe torche et un peu regarder à droite, à gauche. Finalement, on voit rien. On essaye de se rendormir. Bon, Thémo, lui, il se rendort tout seul. Moi, je crois que je me suis pas rendormi tout de suite. Et là, j'entends encore ce bruit, mais alors pas dans la forêt, au bord de la rivière, qui galope. Et là, je fais, ouais, mais là, c'est chaud, quoi. Enfin, il se passe quoi? Faut faire quoi? C'est pas pour venir attaquer l'homme du tout, mais c'est pour juste voir s'il y a pas des restes ou un truc à manger, quoi. L'animal a traversé la rivière et s'est barré. Je pense qu'il nous a sentis. Et le lendemain, j'étais voir au bord de la rivière et effectivement, il y avait des traces d'ours. Et ouais, effectivement, le lendemain matin, on se réveille et il y avait des grosses traces d'un très très gros ours qui était venu tout autour du campement. Je pense que c'est le seul moment où vraiment je me suis dit qu'est-ce que je fous là, quoi. Genre, je serais vraiment mieux chez moi. Il faisait nuit vers 20h, en tout cas ouais, à cette époque-là. À 19h, il fallait qu'on soit sur le campement et qu'on commence à préparer, à mettre le canoë sur la rive, défaire toutes les affaires. Moi, je me souviens, je jetais mon sac de couchage dans la tente à ce moment-là. Et on entend des loups chanter dans les montagnes. Et ça paraît totalement irréel, en fait. T'entends des loups, t'as déjà entendu des loups, je sais pas, dans les dessins animés ou dans les films. Et t'y crois pas vraiment, le temps s'arrête, enfin tout se fige, et t'es là, t'écoutes juste ce qui se passe. Et t'as même pas peur, en fait. T'en oublies vraiment le danger, t'apprécies tellement ce qui se passe, et ouais, c'est ça paraît tellement irréel. Et cette meute de loups, en fait, nous a pas suivis, mais en tout cas, elle est dans la même direction que nous. Et avec les échos par rapport à la rivière, les montagnes, je pense,
On les a entendus toute la semaine jusqu'à la fin, quoi. Donc en fait, c'était ta berceuse du soir. Je pense qu'ils communiquaient entre eux, parce que t'en avais un qui était vraiment loin, qui était beaucoup plus loin que les autres, et après t'avais l'autre meute, et enfin, tu sentais une communication entre eux. Tu t'endors pas de la nuit, tu les écoutes juste. C'est assez perturbant, parce qu'en fait, on sait pas ce que ça va faire de voir un ours. Enfin, on sait pas comment tes yeux voient un ours en réel. C'est assez étrange. Donc en fait, on était sur la Yukon, donc on était sur la rive gauche. Et là, on voit une espèce de tache qui commence à se déplacer. Et donc je prends mon téléobjectif, je regarde, je dis putain mec, c'est un grizzly. Là, on se dit, faut qu'on aille dessus. C'est large le Yukon. La rivière va très vite. Du coup, on pagaie, et là vraiment on arrive sur lui, donc il nous voit pas arriver, et donc on est vraiment pas loin du tout. Et en fait, l'ours s'est mis sur ses deux pattes, et pour nous renifler, parce que ça a pas une super vue, ça a pas une super oreille, mais ça a un flair incroyable. Donc il se met sur ses deux pattes arrière, et là tu sens c'est un monstre, hein. Je pense que celui-là était vraiment gros, et je pense que ça peut clairement faire 3 mètres debout, quoi. Tu le sens te renifler et il s'est barré dans les montagnes parce que les ours se barrent la plupart du temps quand même. Là, j'ai eu le cœur qui battait vite. Là, clairement. Là, je me suis dit, et Temo est assez têtu là-dessus. Il aime bien aller à l'affront des animaux. C'est vrai que là, je savais pas trop ce qu'était le projet de est-ce qu'on va sur la même berge que lui? Non, c'est pas une très bonne idée, je pense. Il y avait un petit mont, il monte, il nous observe pendant un petit moment. Et de toute façon, après, on est emporté par la rivière. Mais ouais, on en a vu un bien. Et on pagaie, et on doit arriver à cette date-là, donc on n'a pas le choix. Alors, on se gaine beaucoup, et on perd toute notre graisse. À la fin, on n'avait plus que du riz. On pêche, mais vu qu'on est 8 à 9 heures sur notre canoë tous les jours, on n'a pas forcément le temps de pêcher. Donc si ça mord pas, et on peut pas rester des heures à pêcher. Donc on n'a pas du tout du poisson tous les jours. Tu remarques que t'as faim quand tu commences à parler que de nourriture avec ton pote. Il fait de plus en plus froid, la tente gèle, mais il gèle à l'intérieur. Du coup, il y a des petites gouttes qui tombent tout le temps. À la fin, ouais, on partait très tôt le matin pour beaucoup pagayer dans la journée. Du coup, le matin, il faisait très très froid. On n'avait pas de gants. Et je pense que j'ai perdu 7-10 kilos. J'étais vraiment tout maigre. Mes joues se creusent. Après, on a eu la chance, on avait croisé un petit village. Ça s'appelle Fort Selkirk et c'était sur la Yukon. C'était un des premiers villages du Yukon. Et t'as énormément de chasseurs d'élan qui viennent là-bas justement à la période de septembre parce que c'est la saison de chasse. Et donc la gentillesse de nous filer un steak énorme d'élan. Et ça, c'est vrai que ça nous a réchauffé le cœur parce que on savait qu'on arrivait, mais ce qui restait peut-être moins d'une semaine avant Dawson. Mais on avait vraiment plus de force, quoi. On avait vraiment faim, donc on était assez heureux d'arriver. On est parti tôt le matin, très tôt. Il faisait très très froid. Alors on s'est dit lever pour lever, on part. On n'avait même pas de gants en fait pour les mains. Donc quand t'es sur la rivière et que tu touches l'eau à 6 degrés tout le temps et que dehors il fait 0 ou 5 degrés, tu le sens vite passer. On parlait même pas. On était juste en train de subir notre sort, à ramer contre le froid et à pu sentir tes doigts de pied. Et c'est là où en fait, quand t'arrives pied à terre, en fait, tu relâches tout, quoi. Tu relâches tout et Temo est tombé malade directement. Moi, je suis tombé malade 3 jours après. Et puis c'est des belles maladies. Enfin, t'as de la fièvre. Et en fait, ton corps a tellement pris sur lui pendant le temps de ton voyage que à un moment il se dit maintenant je me pose et il se lâche, quoi. Cette sensation de liberté tout simplement.
première aventure en duo, Thémo et Julien repartiront ensemble, l'un défrichant les territoires, l'autre l'appareil à la main pour capter les rencontres sauvages. La quête de l'ours mythique ne les quitte pas et les mènera jusqu'au Kamtchatka en août 2018. Là, ils vivront de nouveau face à face avec la bête puissante. Ce nouvel épisode des Baladeurs est signé Camille Juzo. La musique est composée par Alissane Brassac et le mixage est de Laurie Galigani. Vous avez frissonné, rêvé, vous vous êtes évadé un instant dans les grandeurs sauvages du Canada ? Dites-le nous, sur vos applications de podcast avec un commentaire ou des étoiles. Vous nous permettrez ainsi de continuer à vous proposer de belles histoires en pleine nature. À bientôt.